Et si cette affaire allait bien au-delà d'Assalé Tiemoko? Dans un contexte où la liberté de la presse est déjà pointée du doigt, cette affaire relance une question essentielle. Peut-on encore critiquer librement en Côte d'Ivoire? Entre justice, politique et perception internationale, les enjeux sont énormes. Reste bien jusqu'à la fin, tu risques d'être surpris. Like et abonne-toi pour ne rien manquer des débats qui comptent. Maintenant, évidemment, tout le monde est justiciable, qu'on soit homme politique, qu'on soit citoyen ordinaire. Bon, quand on commet une faute, c'est normal que la justice nous entende. Mais le problème que je voudrais poser, c'est que, c'est d'ailleurs tout à l'heure, quand on parlait du sujet sur le RHDP, je posais la question de savoir est-ce que le porte-parole du RHDP peut se départir de son statut de porte-parole et de sa personnalité propre. Voilà, c'est la même question qui se pose ici à Saleh Tiemoko, le politique, et à Saleh Tiemoko, le journaliste. Dans l'interview qui est incriminée, je pense qu'avant même de commencer, le journaliste lui a demandé sous quelle bannière ou sous quelle casquette il se présentait pour débuter cette interview. Est-ce qu'on le présente comme journaliste et politique? Il a dit les deux. Et puis, l'interview a démarré et puis il a tenu des propos. Saleh Tiemoko a toujours dit qu'il ne peut pas tenir des propos qu'il ne peut pas prouver. Et donc, tout ce qu'il dit, c'est documenté. Ça, c'est ce qu'il dit. Voilà, donc, moi, je n'ai aucune peur, je n'ai aucune appréhension s'il est invité devant le procureur. Il sait pertinemment qu'il aura à s'expliquer. Et le fait d'énumérer ou bien de mettre sur son compte des charges, des troubles à l'ordre public, d'incitation à la haine, à la révolte et tout ça, je pense que c'est désormais générique. Hein. Bon, on peut le dire de quelqu'un et puis, maintenant, il faut pouvoir le prouver. À quel moment il a troublé l'ordre public, à quel moment, dans quel propos il a incité à la haine. Je pense que ce sera au juge d'instruction de pouvoir le prouver. Mais encore une fois, il faut savoir que c'est quand même Saleh Tiemoko, personnalité politique, mais d'accord, mais journaliste. Et les propos qu'il avait tenus, je crois que c'est en tant que journaliste, parce que ce sont des faits sur lesquels il avait déjà écrit. Voilà, donc il faut souvent faire aussi le distinguo dans ce que la justice va faire. Ensuite, Saleh Tiemoko a tenu quand même, ou alors il tient encore la mairie de Tia-Salé, donc il participe à la cohésion sociale. Moi, pour ce que nous avons vu, il y a eu l'élection législative à Tia-Salé. Il croyait fermement à sa victoire. Finalement, sa victoire n'a pas été confirmée. Elle a été donnée à son adversaire. Mais pour autant, la ville de Tia-Salé est restée calme. À quel moment, je pense que si c'était quelqu'un d'autre, il aurait même chauffé à blanc les populations, lesquelles seraient descendues dans les rues. Mais il a toujours appelé au calme, en tout cas, dans ce que nous avons suivi, dans ce que moi j'ai personnellement suivi de ces déclarations. Tout est écrit. Et même quand on regarde le communiqué, même quand il est dans cette situation, qu'on regarde les communiqués de son parti, vous verrez toujours quelque part cette particule appel au calme et à la sérénité. Voilà. Donc, on va suivre le dossier. Le procureur va peut-être revenir à la charge, mais je pense pertinemment que, comme l'a dit encore une fois Arthur Banga, nous sommes dans une démocratie. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Hein? Nous sommes dans une démocratie. Et il ne peut pas y avoir de démocratie dans laquelle on ne s'exprime pas. Qu'est-ce que vous en dites? Permettre que les hommes politiques puissent s'exprimer, et c'est cela qui alimente la démocratie. Si on doit les censurer, si on doit contrôler ce qui sort de leur bouche chaque jour, chaque minute, je ne sais pas quelle démocratie va s'exprimer à ce moment-là. La démocratie, c'est quand même la presse libre, c'est quand même les hommes politiques libres. Il faut qu'ils s'expriment librement. On s'exprime sur tous les faits de la société, sur tous les faits politiques. Vous ne pouvez pas continuer à contrôler tout le monde de cette façon. Je pense que le régime RHDP qui est au pouvoir doit envoyer une image de lui-même à l'extérieur. Et s'il tient vraiment à son image, il y a quand même des erreurs qu'il ne faut pas commettre. À Saleh Tiemoko, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut... on a vu les résultats, il a perdu les législatives. Donc, en principe... Non, on le laisse terminer, puis vous allez continuer. D'accord. En principe, c'est pas le RHDP qui poursuit. Non, mais c'est le régime, c'est sous le régime RHDP qui a poursuivi. S'il vous plaît. Oui, on a vu un peu ce qui a été dit après qu'il ait perdu la députation à Tia-Salé. Oui, maintenant, il n'a plus d'immunité parlementaire, il va voir. Qui a dit ça? Est-ce que c'est ce qu'il est en train de voir? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Nous l'avons vu sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, monsieur. Sylvain, est-ce que vous avez terminé? Dans les déclarations de certains militants qui lui sont hostiles, nous l'avons entendu. D'accord. Donc, encore une fois, il faut permettre que les hommes politiques dans notre démocratie puissent s'exprimer.
D'accord, très bien. Pour vous, il faut clairement une frontière entre la critique légitime politique et le délit d'opinion. On a bien compris. Vous voulez réagir, monsieur le maire? J'ai réagi parce que je voulais... 30 secondes. Laissez-moi faire mon travail, s'il vous plaît. Monsieur le maire, allez-y. Non, je voulais préciser à mon co-débatteur que ce n'est pas le RHDP qui poursuit Assalé Timoko, c'est la justice. Quand vous m'avez donné la parole, j'ai dit que nous ne voulons pas commenter cette procédure. Nous voulons laisser la justice travailler sereinement. Très bien. Il prend la responsabilité de dire que ce n'est pas la justice qui poursuit Assalé Timoko, mais que c'est le RHDP. Non, il faut nuancer. Non, c'est pas ce qu'il a dit aussi. Il faut nuancer. Mais je pense que... Non, s'il vous plaît. Sylvain Guédé-Débaillé, s'il vous plaît. Vous estimez que... Mais faire dire ce que je n'ai pas dit. Sylvain, s'il vous plaît. Monsieur Kwasi Kramo, s'il vous plaît. Merci, on vous a bien compris. Les précisions ayant été faites, le seul qui ne s'est pas encore prononcé sur ce sujet, c'est Dr Ewusu. Allez-y. Oui, bon, moi, cette histoire de trouble à l'ordre public, là, finalement, j'ai l'impression que c'est devenu le paracétamol des chefs d'accusation. C'est-à-dire que, voilà, quand on ne sait pas quoi mettre dans l'accusation, on dit trouble à l'ordre public. Il faudrait qu'on essaie de revoir les choses parce que j'ai fait une petite recherche et il est clairement dit que depuis en mai 2025, Reporters sans frontières disait que la Côte d'Ivoire avait reculé de 11 places au classement de la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire occupait la 53e place, elle est désormais 64e sur 180. Ça, ce n'est pas un très très bon indice. Et à cela s'ajoute une autre déclaration d'Amnesty International qui, dans un rapport très récent, disait que en Côte d'Ivoire, il y a un espace civil méthodiquement rétréci, n'est-ce pas, qui rime avec les dérives et autres arrestations arbitraires. Donc il ne faudrait pas qu'on donne raison, n'est-ce pas, à déjà ces suspicions-là. Pour revenir au cas... Antoine Assalé Timoko. Oui, au cas Assalé Timoko. Je pense qu'il n'a jamais changé de cap. Il est resté fidèle à sa façon de faire. Il a toujours critiqué, il a toujours eu des critiques ciblées et très souvent documentées. Et je pense que quand il était encore au Parlement, il n'avait jamais été poursuivi pour des déclarations ou autres allégations de ce genre-là. Donc aujourd'hui, je me souviens quand même sur le cas de l'ACD avec le cas Koumé, sur la question des datas. Il s'est toujours prononcé. Et un jour, sur ce plateau, j'avais même dit qu'il est en train de se substituer même à la société civile en Côte d'Ivoire ici. Donc, il n'a jamais été inquiété. Et aujourd'hui, bon, est-ce parce qu'il a perdu cette immunité parlementaire qu'il est visé? Ça, on ne le saura jamais. Mais si j'ai un avis à donner sur la question, il ne faudrait pas que vraiment la justice ivoirienne agisse avec une telle force, avec des gants de fer. Ça devient difficile à supporter parce que nous-mêmes qui venons dans l'espace public nous prononcer sur ces sujets de cet ordre-là, nous sommes animés aussi par la peur parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas à quel moment le verrou peut, n'est-ce pas, se refermer sur nous. Docteur Banga. Oui. Je suis d'accord avec le maître Rameau. Il ne faut pas mettre les choses sur le régime. Les responsables de la justice, on en est championné public, le pouvoir exécutif est différent du pouvoir judiciaire. Néanmoins, je voulais rappeler, on a parlé tout à l'heure des luttes du RDR. Et dans les luttes du RDR, il y avait ces luttes pour la liberté, il y avait ces luttes pour l'expression, il y avait ces luttes pour ça. Donc, il ne faudrait pas qu'on... Quand on a des classements, moi je suis le premier à indicer ici dans le débat mes mots par des indices, par des classements. Quand on recule sur des classements comme ça, au bout d'un moment, on peut s'arrêter et réfléchir sur qu'est-ce qui fait qu'on perd 11 places. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de procédure-là va nous permettre de gagner des places? Parce qu'il y a aussi, et même par rapport à, on a parlé tout à l'heure du RDR, par rapport à l'historique du RDR, il faut se poser des questions. L'idée, ce n'est pas de dire, on dit tout et n'importe quoi, bien sûr, il faut encadrer ce qu'on dit, mais quand on a des personnages qui ont quand même un relatif crédit dans ce qu'ils font, à Salé, on a eu des désobéissances civiles, on a eu tout ça, s'il devait être, je ne connais pas le fond du dossier, hein, mais il y a des occasions, on aurait pu le faire, il n'a pas fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Je dis juste qu'il ne faut pas donner le sentiment aux gens de ne pas pouvoir parler. Comme il a dit tout à l'heure, si je viens à une émission en me disant « Ah, ce que je dis tout à l'heure va me terminer à la justice », parce que c'est après une interview, ou si je proteste aujourd'hui, on arrive à un moment où, même dans l'idée des Ivoiriens, aujourd'hui, marcher, c'est un danger. J'en ai parlé il n'y a même pas 2 jours avec des gens, mais qu'est-ce qu'ils allaient à une marche? Quand on arrive d'un pays où on se dit « Mais pourquoi les gens vont à une marche ?» On recule dans l'esprit démocratique. Donc c'est aussi notre responsabilité de dire il faut qu'on travaille à renforcer notre démocratie. Et renforcer notre démocratie, certains procès, à tort ou à raison,
alimente malheureusement la perception d'une démocratie qui n'avance pas. Moi, je suis très attaché à la démocratie, je suis très attaché à la liberté. Et sur ces sujets-là, je n'ai pas été toujours d'accord avec Assalé. Même sur les datas, même sur plein de choses, on s'est affronté. Mais je pense que c'est comme quand on est au foot, on avait cette expression quand on était plus jeune. Les grands joueurs comme moi, je suis un stade, il faut le protéger. Tu vois. Donc on disait protéger les stars. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui, par ce qu'ils ont fait, on peut regarder. Mais je pense qu'il faut travailler à remonter dans ces classements, comme on remonte dans les classements sociaux, comme on remonte dans les classements économiques. Il faut qu'on arrive désormais à remonter dans les classements autour de la liberté, de la démocratie. C'est fondamental pour notre pays. Et malheureusement, ce genre de procès ne va pas, à tort ou à raison, nous arranger à progresser dans ces classements. D'accord, très bien. Monsieur Anatole Ba nous appelle de Mans, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour lui, il est parti malheureusement, monsieur Anatole Ba, désolé d'avoir trop attendu au standard. Éric Bayala, dernière intervention sur ce sujet, allez-y. Oui, moi, sur la question, j'ai dit tout à l'heure que c'est une question qu'il faut aborder avec beaucoup de circonspection, parce que quand la justice agit, on parle d'instrumentalisation. Quand la justice n'agit pas, on parle d'impunité. Et donc, qu'est-ce que nous voulons pour notre société et pour la justice de notre société? C'est pas la même chose. Voilà. S'il vous plaît. À côté de tout ça, il faut dire que le fait même de poser la question, de savoir qu'on doit pouvoir gérer certains acteurs au regard de la presse dont ils jouissent ou bien au regard de ce qu'ils représentent dans la société, on doit pouvoir aborder des questions en arrivant à polir les angles, à mariner leur contraire, parce que ça pourrait nous faire reculer dans le classement. C'est vrai, ce sont des indices qui sont portés par des organisations internationales qui sont loin de notre réalité. Mais est-ce que pour pouvoir avoir des points dans un classement international, la justice doit rester muette si c'est qu'elle trouve comme étant des actes qui pourraient porter un discrédit sur la stabilité de la société? Voici la question fondamentale. Voilà, on ne gère pas un pays pour avoir des cotations ou des points à l'international, on gère un pays pour le conduire à sa stabilité et à son développement. Naturellement, en actionnant les leviers institutionnels qui portent ce pays-là, on peut avoir à, commettre pas des impairs, mais à avoir des actes manqués que les gens peuvent observer. Mais il faut rester focus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est maintenir la cohésion sociale. Très bien, on va aborder la dernière partie de cette émission marquée par l'actualité chez nos voisins du Mali. Le Mali est plongé dans une situation sécuritaire critique après une série d'attaques coordonnées sans précédent, lancées samedi par des terroristes alliés à la rébellion Touareg contre des positions stratégiques de la junte du pouvoir de transition à Bamako et dans plusieurs grandes villes. Le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, figure clé du régime, a été tué dans ces attaques, malheureusement, qui font planer une forte incertitude. Je vous propose de voir ce communiqué lu à la télévision nationale au Mali. Un deuil national de 2 jours, à compter du lundi 27 avril à 0h, est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage au général Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, suite à son décès tragique survenu le samedi 25 avril 2026. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. C'est un drame que ce qui se produit chez nos frères du Mali. Sadio Camara, c'est une figure centrale du pouvoir de transition au Mali. André Silver-Conan, analyse, décryptage. Oui, c'est vraiment malheureux ce qui arrive au Mali. Depuis 2012, c'est la première fois que des attaques pareilles se déroulent dans le pays. Vraiment, je compatis avec le peuple malien. Je présente toutes mes condoléances à la famille du général Sadio Camara. C'est vraiment ce qui arrive au Mali, c'est vraiment malheureux. Vous voyez, la même journée, on a Kidal, Gao, Sévaré, Mopti, Kati. Ce qui est inédit, oui, c'est que le JNIM s'allie aux rebelles Touareg du FLA. Oui, vous voyez, de nombreuses personnes ne connaissent pas très bien le Mali, mais imaginez que dans la même journée, presque à la même heure, on attaque Korogo, Abengo, touche du bois. Bouaké, oui, on touche du bois, Bouaké, Abidjan, Bengeville, parce que Bamako et Kati, c'est vraiment un peu Abidjan-Bengeville. Kidal, c'est dans le nord-est, Savary, c'est dans la région du Mopti, au centre, tout ça. Donc, c'est vraiment coordonné. Et puis,
on a donc, ce n'est pas inédit. Ce n'est pas inédit, cette connexion entre les rebelles Touaregs et les terroristes. C'était en 2012, ils avaient fait cela. Et puis aujourd'hui encore, le Front de libération de l'Azaouads, qui est donc un groupement de mouvements, de 4 ou 5 mouvements Touareg et Peul dans le centre et dans le nord du Mali. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que en réalité, il y a eu des signaux, beaucoup de signaux. Allez tout simplement sur la page du Front national, du Front de libération de l'Azaouads, FLA, qui a donc pris Kidal, qui revendique la prise de Kidal. Vous voyez, ça, c'est ce qui passe actuellement, je ne sais pas si les téléspectateurs voient, mais c'est à Kidal. Le 30 mars, sur leur page, ils ont affirmé avoir attaqué à Nefif. 30 mars. Le 24 mars, ils ont affirmé avoir frappé à Guelog à l'aide d'obus et de drones. Ils l'ont dit. Le 20 mars, ils ont affirmé avoir attaqué Erabédié, c'est dans la région de Kidal. Le 11 mars, ils ont affirmé avoir attaqué le camp militaire de Gao et l'aéroport de Gao. Le 4 mars, ils ont affirmé avoir mené 2 attaques sur Takalot, c'est dans le site de Kidal. Mais qu'est-ce qui se passe au Mali? Ce qui se passe au Mali, c'est que ces informations données par le Front de libération de l'Azaouads sont étouffées à Bamako. Personne ne peut en parler. Et il y a la propagande officielle du pouvoir qui faisait croire que tout allait bien. Rien ne se passait au Mali, quand bien même les terroristes, parce que pour moi, il n'y a plus de différence entre les rebelles et les terroristes, quand bien même les terroristes avaient pour la première fois, même quand un gouvernement civil était là, ça n'était pas le cas, mis une sorte d'OPA sur Bamako, de sorte que l'approvisionnement même en carburant n'était pas possible. Donc, il y avait des signes que les choses n'allaient pas. Malheureusement, ça s'est arrivé. La rébellion affirme contrôler Kidal, qu'ils avaient contrôlé auparavant. Ils affirment qu'ils ont eu un accord. Moi, je suis allé sur la page de Africa Corps? Non, du Front de libération de l'Azaouads, où ils montrent une vidéo de présumés mercenaires russes en train de quitter le camp dans lequel ils étaient. C'est Dieu sauve le Mali. Très bien. Idrissa Keïta nous a rejoint, c'est notre confrère malien. Idrissa Keïta, aujourd'hui, à ce moment précis, qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur l'ampleur de cette offensive des groupes armés? Avant que je ne débute, je tenais quand même à présenter on va dire mes condoléances au peuple malien. On s'associe à vous, à ces condoléances. De ce samedi, d'hier, du début des hostilités à maintenant, il y a eu des victimes à divers niveaux. Et la spéculation avait pris une certaine ampleur au sujet du général Sadio Camara. C'est désormais officiel. Et le général Modibo Koné? Le Modibo Koné, il n'y a pas eu de communication officielle, donc j'attends. Très bien. Maintenant, c'est vrai que je peux considérer cela, au-delà du fait qu'André Silver a parlé de signaux, on peut dire que c'est une suite à ce qui s'est passé en 2024. En 2024, on a vu Bamako se réveiller avec des tirs, des bruits de bottes au niveau de l'école de gendarmerie et au niveau de l'aéroport. Et si c'est vrai qu'à chaud, il y avait une vigilance, moi je suis de ceux-là qui comprennent qu'en 2025, sur la fin d'année, quand le JNIM montait en puissance, et s'est permis de mettre en place le blocus pétrolier, en bloquant les camions citernes entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre le Sénégal et le Mali, pendant cette période de pénurie, nous-mêmes, on le voyait à travers les réseaux, on le voyait sur le terrain, les populations étaient préoccupées à comment se doter de carburant, à comment circuler. Et c'est une situation regrettable qui a pris forme pendant au moins 3 mois. Pourquoi j'en parle? Parce que quand moi je fais ma lecture, je pense bien que c'est pendant cette période-là, où il n'y avait pas de carburant, il n'y avait pas d'électricité, que les rebelles ont profité pour vraiment s'infiltrer. Parce que depuis le temps d'Ibeka, il y a des cellules dormantes. Mais je crois que pendant cette période de 3-4 mois, septembre à décembre, ils ont vraiment eu le temps de s'infiltrer, de se positionner et d'attendre le moment opportun pour agir. Et justement, on se pose la question de comment ils ont réussi à pénétrer Kati, le sein des saints militaires au Mali.
forcément... Là où se trouve la principale base, forcément militaire, surtout. C'est sur la base de complicité. Parce que Kati, depuis 2012, dans l'histoire contemporaine du Mali, a un certain poids, suite au coup d'État en son temps fait contre le président Amadou Toumani Touré par le capitaine Amadou Aya Sanogo, qui, une fois cette transition finie, le président élu Ibrahim Boubacar Keïta avait dit que Kati ne fera plus peur à Bamako. Et quand un chef d'État se permet de le dire, ça voudrait dire que cette ville-là a marqué les esprits. Mais avec le coup d'État de 2020, le siège de ceux-là qu'on appelait les 5 colonels, finalement les 6 généraux, avec le décès d'un d'eux, on voit que Kati a repris du poil de la bête. Et ce n'est pas la première fois que Kati est ciblé. Et là, il s'agit d'une guerre. Et une guerre, il faut tomber l'adversaire, il y a des cibles stratégiques. Il est évidemment clair que le ministre de la Défense est une cible préférée. Mais vous avez évoqué une particularité. L'alliance ouverte entre le Front de libération de l'Azawad et le JNIM. Parce que la crise malienne est née avec la question Touareg. Et à l'époque, elle était limitée au seul nord, le septentrion, Gao, Tombouctou, Kidal. Mais plus la crise a perduré, plus elle s'est étendue au centre du Mali, où on a eu même des conflits ethniques, Dogon, Peul, des communautés, et ça s'est finalement étendu depuis près de 3-4 ans à Bamako et environ. Donc, d'une part, ils ont fait une alliance, d'autre part aussi, ils ont une certaine complémentarité. Pendant que certains savent comment manipuler les drones, d'autres savent comment maîtriser certaines armes. En tout cas, ils ont une certaine complémentarité et ils font désormais une synergie. Maintenant, la page, évidemment, du Front de libération de l'Azawad, c'est vrai qu'au niveau de Bamako, on nous a interdit de trop prêter l'œil à ce que dit l'ennemi pour ne pas se retrouver dans une certaine, si vous voulez, apologie. Mais n'empêche que j'ai jeté un œil, j'ai vu que leur communiqué a été très clair. Dès le départ, ils ont jeté le regard sur Wagner, Africa Corp. Parce que lorsqu'ils ont perdu Kidal, l'armée l'a réussi à travers l'aide de Wagner. Donc, dès le départ, la cible a été les forces russes qui se sont retirées de Kidal. Mais est-ce qu'elles se sont seulement retirées de Kidal? Les forces russes sont retirées de Kidal quand? Comment dire? Elles sont retirées de Kidal quand? D'hier à aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. Parce que sur la page du FLA, il n'y a pas de communiqué par rapport à la mort du général Sadio, où je les vois faire de la récupération. Mais déjà, je les ai vus publier des vidéos sur le départ des forces russes. Et ils ont même fait, comment dirais-je, un avertissement à l'endroit de la Russie pour qu'elle se tienne à carreau de cette situation. Donc, nous sommes dans une situation où l'ennemi a riposté. L'ennemi met en avant le fait que pour eux, le pouvoir de Bamako s'est distingué par des exactions. Et l'ennemi met en avant le fait qu'il faudrait une nouvelle alternative politique. Bon, le Mali est pour le moment en deuil de 48 heures, suite au décès du général Sadio. Mais je crois que même si ce n'était pas ça, ça allait s'annoncer. Donc je crois qu'après ces 48 heures, le temps qu'on puisse voir sûrement le président Assimi Goïta, qu'on n'a pas encore aperçu, et d'autres autorités, d'autres voix autorisées, donner de la voix. Très bien. Qu'on puisse lire un peu la suite des événements. Très bien. Docteur Banga, quelle lecture faites-vous de ces événements au Mali ces dernières 48 heures? Déjà, comme il a dit, il y a au peuple malien, toute notre solidarité au peuple malien, au FAMA. J'ai envie de dire c'est malheureux en soi, mais le fait qu'on ait un communiqué officiel et enfin un visage officiel venir annoncer malheureusement la mort du général Sadio Camara, c'est quelque peu, entre guillemets, rassurant parce que pendant 48 heures, on avait l'impression que, on a même jusqu'à présent l'impression que le Mali n'est pas géré, n'est pas contrôlé. On n'a pas entendu le président. Non, il y a eu beaucoup de communiqués qui disaient que tout était sous contrôle. Hein. Oui, on a eu des communiqués, mais avoir un vrai visage, je pense qu'aujourd'hui, il y a un point d'interrogation déjà dans la tête des gens, puisqu'on n'a pas encore entendu, on ne voit que des communiqués, on n'a pas encore entendu des gens. C'est dommage, c'est triste, tout ce qu'on voit là. On a eu, comme il a dit, en 2024, un premier niveau de coordination qui avait permis, malheureusement, de toucher Bamako. Mais là, en termes de coordination, c'est une première depuis bien longtemps d'attaquer de façon simultanée pratiquement tout le Mali. De rentrer dans Kati hier et même ce matin encore avec des tirs dans Kati. Donc, Au final, cette affaire pose une vraie question. Où commence la critique politique et où finit le délit d'opinion? Donne ton avis en commentaire. Justice normale ou dérive inquiétante?